Et bonjour à tous, on est mardi, ça veut dire qu'il est temps pour un nouvel atelier jeu de rôle, encore une fois avec le club Calliope. Ces derniers temps, on a fait des masterclass qui étaient plus orientés pour les maîtres de jeu, donc je me suis dit cette semaine on va s'occuper un peu des joueurs. Parce que mine de rien, c'est quand même la majorité des gens. Donc le thème d'aujourd'hui, ça sera quand et comment prendre des notes. Encore une fois, c'est ce que moi je pense. C'est pas une méthode absolue, je ne suis pas un maître en la matière malgré le nom de la masterclass. Donc si vous pouvez trouver des informations intéressantes dans ce que je raconte, et ben c'est tant mieux. Et donc on va commencer tout de suite en se posant une première question, l'utilité de la prise de notes. Donc la question se pose, est-ce que prendre des notes sert à quelque chose en jeu de rôle? D'un point de vue général, avoir une trace écrite de ce qui se passe dans un jeu de rôle permet de compenser de ne pas avoir vécu la situation. On ne peut pas faire appel à notre mémoire sensorielle, qu'elle soit visuelle, tactile ou même auditive, car nous n'avons pas vraiment eu les conversations. Nous avons fait des simulations ou entendu parler d'une histoire. Les émotions et la tension du moment n'étaient que factices. Ainsi, la première de la prise de notes est simplement d'aide-mémoire. La prise de notes peut également être un élément de roleplay. Ainsi, tracer la carte d'un donjon est une forme de prise de notes. Un détective qui présente son carnet de notes à un PNJ est également une façon RP d'utiliser ses notes. Cela peut même être intégré dans la mécanique du jeu, comme dans l'ancienne version, et peut-être la nouvelle, mais j'en sais rien, je l'ai pas lu en entier, dénominé Satanis Magna Veritas, où un joueur devait intégrer un rapport de mission afin de gagner, de déterminer combien d'expérience avait gagné le groupe. Une autre raison pour prendre des notes peut simplement être pour garder un souvenir. Après tout, chaque partie de jeu de rôle est un voyage qu'on fait avec des copains, c'est une bonne raison d'en garder un petit quelque chose. Finalement, la prise de notes peut également servir après la partie, le but étant de faire un compte rendu du scénario. Donc, est-ce que je dois prendre des notes? Ben, ça dépend du scénario, ça dépend de vous. Est-ce que vous jouez que vous avez besoin d'un aide-mémoire? Est-ce que vous avez envie d'avoir un souvenir? Est-ce que vous voulez faire un compte rendu? Après, si le scénario est un one-shot et que ça se passe dans un donjon, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas l'obligation de prendre des notes. Une autre question qu'on va se poser, c'est qui doit prendre des notes? Alors pour répondre à cette question, il faut répondre à une seconde question. Qui va lire les notes? Si vous êtes le seul à lire les notes, on en revient plus ou moins à ce qu'on disait précédemment. Ça va dépendre uniquement de si vous avez un intérêt à en prendre ou pas. Si elles sont lues par contre par vous et par le maître de jeu, nous sommes dans un autre cas de figure. Le maître de jeu ayant pu vous donner des informations que vous n'avez pas forcément jugées importantes, avoir le point de vue d'un joueur lui permet d'orienter sa campagne, voire de modifier son scénario, afin de combler les éventuels problèmes en mettant l'accent sur certaines choses ou sur des scènes qui manquent de clarté. Un joueur partageant ses notes peut vraiment être une aide pour le maître de jeu, donc n'hésitez pas à lui proposer. Finalement, dernier cas de figure, vous et les autres joueurs ont accès aux notes. Là encore c'est différent car tout le monde va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, donc vous allez pouvoir partager les différents points de vue individuels. Par contre il va vous falloir une certaine rigueur pour mettre en forme tout ça de façon à ce que ce soit lisible et utilisable par tous. Et donc on revient à notre première question, qui doit prendre des notes? Alors selon le cas de figure, on va avoir plusieurs choix. Soit on va avoir une seule personne à la table, qui sera plus ou moins le scribe officiel, et parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui, qui va tout compiler et qui fait tout ce qu'il faut pour les notes. Et c'est basiquement très bien si vous êtes le seul à lire vos notes. C'est bien également dans le cas où le MJ doit lire ses notes, car il n'y aura pas de contradiction. Par contre, si c'est des notes pour toute la table, ça va demander un effort en plus pour rendre les notes accessibles à tout le monde. Je vais lui donner une charge de travail additionnelle, donc de temps en temps, pensez à le remercier en lui amenant une bouteille de sa boisson préférée ainsi que ses chips. Autre cas de figure, on peut avoir une personne avec une seconde personne en soutien. Là encore, on a notre scribe officiel, sauf qu'on a un deuxième joueur en backup. L'avantage, c'est que même si pas mal de notes seront semblables, les chances de passer à côté de quelque chose de vraiment important sont grandement réduites. Pour le maître de jeu, on a accès à un second point de vue, ce qui devrait vraiment mettre en lumière ce qui fonctionne ou non dans le scénario. Et si c'est pour toute la table, ça va alléger le travail du scribe officiel, ce qui est une bonne chose. Et finalement, dernier cas de figure, tout le monde prend des notes, c'est la fête. Donc si chacun prend ses propres notes,
et par conséquent tout le monde est indépendant, ça, par contre, un léger souci, c'est que ça va limiter les interactions entre les joueurs. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on a un scribe officiel, on a tendance à aller demander confirmation de c'est bien lui, on a bien fait ça, etc. Au niveau du maître de jeu, ça va dépendre du scénario. D'un côté, ça peut être trop d'informations, dans un scénario un peu lambda, mais par contre, si c'est pour un scénario avec vraiment des backgrounds très profonds pour les différents personnages, ça peut être quelque chose de très très intéressant et vraiment une valeur importante au niveau de l'écriture et au niveau de sa maîtrise. Finalement, si toute la table prend des notes et que toute la table donne accès à ces notes, vous risquez de vous retrouver avec énormément d'infos. Donc là, il va falloir faire du tri, il va falloir faire des comptes rendus, il va falloir faire ça un peu correctement, mais après c'est vrai que c'est un outil qui va vous faciliter pas mal. Ensuite, on va parler des formes de prise de notes. Les formes de prise de notes, le plus commun, ça reste l'éternel combo papier-stylo. C'est la forme la plus simple, la plus pratique, surtout en partie. On peut glisser la feuille avec notre fiche de perso, la ressortir à la partie suivante, on déroge personne, contrairement à par exemple si on le prenait avec un ordinateur où on peut entendre taper, ce qui casserait un peu l'ambiance je pense. Bref, c'est un petit peu l'arme de la guerre du preneur de notes. Autre forme de prise de notes, le journal. C'est souvent l'outil de choix de ceux qui voudront garder un souvenir. Ça a l'avantage de permettre de mettre les notes au propre, et généralement on va mieux s'en souvenir. Là, on a plusieurs styles qui peuvent s'offrir à vous. Soit vous pouvez faire un journal au jour le jour, c'est rapide à faire, ça ne demande pas vraiment d'effort d'écriture. Ou alors, vous pouvez vous essayer à l'exercice de faire quelque chose d'un peu plus narratif. Dans ce cas, vous pourrez avoir une vraie profondeur pour l'objet et ça va demander un peu plus de temps et d'effort. Pour le talent, ça vient plus tard, de toute façon. Mais ça reste quand même un truc assez sympa, je vous conseille à l'occasion d'essayer de faire un petit journal. Et finalement, la dernière forme de prise de notes que l'on a de nos jours, l'informatique. Donc de nos jours avec les drives, c'est très très facile d'avoir une version en ligne de ces notes. Comme pour le journal, l'avantage c'est que vous allez pouvoir le mettre au propre. Sauf qu'en plus, différentes personnes vont pouvoir le tenir à jour et je me suis perdu. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est moins glamour qu'un journal, mais c'est quand même l'outil idéal si vous voulez partager vos notes avec une table complète. Et donc ceci conclut notre première partie de quand prendre des notes. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment très très bien. Bon, donc maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie, et bien sûr, comment prendre des notes au cours d'une partie. Voilà. On va pas voir tout ce qui va être le journal qu'on va tâcher à faire après, et on veut vraiment la version pendant qu'on est à la table, avec son stylo et ça ou ses feuilles. Donc la première méthode, c'est la méthode appelée à l'arrache. Je pense que vous reconnaîtrez peut-être ce truc. On utilise généralement un petit bout de feuille déchirée parce qu'on en a une pour toute la table. Et on va noter au fur et à mesure les trucs qui nous semblent importants que nous dit le maître de jeu. En soi, c'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode qui fonctionne, mais ça, dans un cas particulier, ça marche souvent quand c'est un one-shot, où on sait qu'en tout cas la partie ne va pas s'étendre plus loin. Parce que si je ressors cette feuille de papier au bout de 2 mois, alors ça, je sais pas vraiment si c'est un truc que j'ai dessiné ou si ça avait un rapport avec ce que je voulais faire. Pourquoi Siegfried il a des bigoudis et que c'est important qu'il ait un poulet. Mais bon, ça reste quand même une méthode valable. Faut pas oublier la méthode à l'arrache. Le tableau. Alors le tableau, de suite, on est plus loin. On va faire différentes colonnes en fonction du type de jeu qu'on... Donc là, on va avoir une colonne de lieu. On va savoir que 183 Lake Street, on a une boucherie. Que dedans, il y a un personnage qui s'appelle Siegfried, qui est un employé et qui a vendu un poulet à une fille avec des bigoudis. Si je retombe sur cette feuille 2 mois plus tard, je sais beaucoup mieux ce qui s'est passé. Ensuite, du coup, j'ai accès aux différents personnages de ma scène.
j'ai accès à mes différentes scènes et donc on a aussi les autres éléments de l'enquête qu'on a pu trouver. Je sais maintenant que mon symbole je l'ai pas dessiné parce que je m'embêtais mais qu'il avait une importance. Bref, le tableau. Le tableau c'est cool parce que vous allez vraiment avoir quelque chose de très clair avec énormément d'informations. Le problème du tableau c'est qu'il prend beaucoup de place. Basiquement, regarde, là on a un énorme paquet qui ne sert à rien. Là également, sachant qu'en plus, là je l'ai fait un petit peu trop serré. Imaginons que nos joueurs aient besoin de retourner dans la boucherie. Je n'ai pas suffisamment de place pour rajouter des choses en bas de mon tableau. Donc le tableau c'est bien, c'est un bon outil. L'autre problème du tableau, c'est selon les scénarios, les colonnes ne seront pas les mêmes. Imaginons par exemple que nous sommes dans un huis clos, je ne vais pas mettre un figure, parce qu'on va de toute façon pas en changer. De la même façon, on peut avoir un nombre très limité de personnages. Bref, il va falloir adapter vos colonnes en fonction du scénario, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours le préparer en avance, c'est un petit peu gênant. Autre méthode, tout noter. Alors, là on a quelque chose déjà de beaucoup plus fort. En haut on a le nom des joueurs, histoire de s'en rappeler, et on va vraiment noter tout ce qui s'est passé. Donc, moi et Denis, à la boucherie, au 180 Alex Street, nous interrogeons le patron, qui s'appelle Hoover, à propos de la fille, il nous envoie vers Siegfried. Il a bien rencontré la fille avec des bigoudis, elle lui a pris un poulet pour une recette asiatique au caramel, il n'en sait pas plus. Ensuite on est tous allés au bivouac. Quand nous sommes arrivés, le bivouac était vide, nous avons trouvé une pelle couverte de terre, sûrement récente. Un étrange symbole était dessiné sur le sol. Nous avons également trouvé des impacts de balles dans les troncs non loin du camp. C'est bien, c'est bien, là je retombe là-dessus 4 mois plus tard, c'est parfait, je sais exactement tout ce qui s'est passé. Le gros problème de cette forme de prise de notes, c'est que c'est long. Généralement, un joueur qui va prendre ses notes en notant tout, va être un petit peu moins présent sur la table, parce qu'il sera occupé à écrire ses notes, sinon il ne va pas vraiment pouvoir faire du replay, et l'expérience sera légèrement différente pour lui. Cela dit, c'est quand même très sympa d'avoir une version complète. Et donc la dernière méthode que je vois, c'est la méthode que moi j'utilise. Je l'utilise pas depuis longtemps. Cela dit, je la trouve très sympa. Et on appelle ça le mind map. Alors, le principe du mind map, vous allez faire un cercle au milieu qui va servir de racine à votre carte. Donc là, j'ai mis par exemple le nom du jeu, parce que je suis parti du principe qu'on jouait à Cops. Et ensuite, vous allez faire des branches. Donc on va faire une première branche qui emmène à la boucherie. Je la souligne et la boucherie on va juste marquer vraiment une scène, sauf qu'après ça peut être un personnage, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, c'est l'élément principal de la scène. Et après, qu'est-ce qui va découler de cette scène? Donc je sais que on est allé à la boucherie, overall proprio, et Siegfried a vendu à la fille. On est allé au bivouac, on a trouvé une pelle pleine de terre, il y avait un symbole au sol qui ressemblait à ça, et on a trouvé des impacts de balles. Ça m'a pris basiquement 10 secondes à mettre en place, et je trouve ça extrêmement lisible. Donc c'est la mind map. Enfin, l'inconvénient de la mind map, c'est que au bout d'un moment, si vous avez vraiment une grosse campagne, une grosse partie, vous allez vous retrouver avec un manque de place cruel. Parce que une fois qu'on aura vous avez rempli votre fiche, et ben il n'y a plus de place. Alors que si vous auriez fait un tableau ou tout noté, le problème ne se présente pas. Donc voilà, c'est déjà fini. C'était plutôt court. Bon, ça fait que 16 minutes. Mais je pense qu'on a vu des trucs très sympas. Donc on va passer aux questions-réponses avec le club PDEP. Et bonsoir à tous. Salut. Alors, et bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà pour cette courte masterclass sur la prise de notes.
Donc déjà, est-ce que ici on a des gens qui prennent des notes? Parfois, pas assez souvent. Rarement. Moi, je prends des notes, mais à l'arrache. Donc, elles me servent à rien, en fait. Je me décourage assez rapidement dans les prises de notes. Et du coup, l'autre question subsidiaire, est-ce que vous pensez que c'est utile de prendre des notes en jeu? Oui, surtout en campagne. Surtout en campagne et surtout selon les scénarios. Selon les éléments aussi. Parce que c'est sûr que prendre en note que dans un porte-monstre trésor, on a tué un gobelin de niveau 3 dans la 3e salle, puis ci, puis ça, à moins qu'on sache exactement qu'il est censé y avoir très précisément tant d'ennemis, assez peu d'intérêt. Est-ce que du coup il y en a parmi vous qui ont d'autres méthodes de prise de notes que je n'aurais pas signalé? La méthode de moi, prise de notes, c'est plus tu mets des mots au hasard sur la fiche, puis ça fait des notes. Ah, oui, tu utilises la méthode à l'arrache, donc Tout à fait. très apprécié. Je pense que c'est la méthode la plus appréciée du circuit. Moi, quand je prends des notes, ça commence en début de partie par une prise de notes assez exhaustive, donc la méthode tout noter. Et vers la fin de partie, ça s'est plutôt transformé en du à l'arrache, voire du on oublie la moitié des choses. Parce que je me décourage vite, comme je l'ai dit précédemment. Moi, de mon côté, c'est un mélange entre le tableau et le tout noté. Dans le sens où lieu, élément, PNJ, élément, PNJ. Lieu, élément, PNJ, élément, PNJ, PNJ, élément. Et éventuellement avec des traits pour relier sur les côtés. Et ça finit en gribouille. Alors, je fais juste une toute petite digression parce que ça va vous amuser. Mais la méthode de la carte mentale, c'est ce que j'utilise, non pas pour prendre des notes, mais pour préparer la campagne de Doctor Who. Parce que figurez-vous que je bosse dessus, mine de rien. Et j'utilise un logiciel de création de carte mentale. D'accord. Voilà, fin de la digression. Non, mais elle est importante. Reprolongement de la digression, c'est aussi un très bon moyen d'écrire et de condenser un scénario. C'est notamment une méthode qui est utilisée, qui est très bien présentée sur Tales from the Loop, qui utilise très souvent ce genre de schématisation pour ces scénarios. On a le scénario complet qui fait 10, 15, 20 pages, et sur une page, on a tout avec tout le schéma complet, les PNJ, les lieux, les éléments. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode d'avoir du coup un scribe officiel à table au lieu de tout le monde qui prend des notes? C'est celle que je préfère. Alors moi, jouant beaucoup avec FOD, c'est assez facile. FOD, en même temps, tu lui demandes un élément, une partie qui a 4 ans, je suis sûr qu'il peut te la ressortir. Oui, c'est pour ça. Ouais, tu te C'est rappelles assez le nom facile. du PNJ qu'on a rencontré dans la partie de L5R le 14 avril 2014? Ouais, bah, c'était machin. Ouais. Bon, ça commence plutôt par attends, je regarde. Ouais, peut-être le attends, je regarde, quoique. Après, le souci qu'il y a à avoir un scribe unique, c'est que ça empêche la personnalisation du compte-rendu, si compte-rendu il y a lieu ensuite, sous la forme de voilà, la manière dont mon personnage a perçu l'aventure, avec des détails qui me parlent plus à moi qu'à un autre personnage, et avec le biais qui peut être amusant de voilà, si
suivant le personnage que l'on joue, le compte-rendu peut être savoureux. Tout à fait. Après, le compte rendu, mieux vaut faire un journal à côté. Si tu as envie d'avoir un beau truc, tu prends quelques notes en partie et puis tu fais un journal. Moi j'aime bien le journal, c'est pour quand des fois on est absent aux tables en fait. Genre imagine on est sur une campagne, on n'a pas pu assister à un scénario, et ben la fois suivante quand on arrive sur la table, en consultant le journal commun, et on sait ce qui s'est passé quoi. Je sais pas si on m'entend bien en fait. Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai oublié des formes d'ailleurs de prise de notes? C'est vrai qu'on a parlé du journal, on a parlé des drives, on a parlé bien sûr du papier stylo. Après, j'ai potentiellement un support que tu n'as pas présenté et que j'utilise assez régulièrement. C'est l'ardoise. Ou l'ardoise électronique que j'utilise personnellement. Ça permet, c'est un petit effet un peu écologique dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir à chaque fois son stylo parce que ça se fait sur pression. Donc on peut même piquer un stylo qui HS ou un porte-mine sans mine pour écrire dessus. Ça ne s'efface pas facilement. Et en fin de partie, on appuie sur un bouton et ça retire tout. Rien n'empêche de prendre une photo. Et pour les one-shots, c'est extra. Ça fonctionne pas sur une campagne. Mais quand on a besoin de prendre quelques notes sur une partie qui dure 4-5 heures et qui nécessite de la prise de notes, ça économise du papier. Et ça coûte pas cher. Sponsorisé par Bulle. Après la prise de notes, moi en soi, je trouve ça pratique en tant que joueuse. Je fais souvent appel aux preneurs de notes de la table. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu craquer le jeu de rôle dans le sens où ton personnage il se rappelle de ce qu'il se rappelle quoi. Alors ok, on n'a pas les effets sensoriels comme tu disais au début, mais s'il se rappelle pas du nom de la nana qui a acheté le poulet, c'est tant pis pour lui quoi. Après, selon de manière RP, ça peut être justifié par le personnage est un enquêteur. Un enquêteur, il va toujours avoir son petit calepin noir avec son vieux crayon usé, avec lequel il prend toutes ses notes de chacune de ses enquêtes. Après, oui, c'est sûr que j'irais peut-être pas jusqu'à hacker le jeu. Parce que, est-ce que les règles interdisent la prise de notes? Est-ce que dans la partie jeu de rôle, c'est interdit? Je suis pas sûr que dans l'introduction de Donjons et Dragons, ils te disent pour jouer, vous avez juste besoin de quelques dés, d'un crayon et d'une feuille. Et d'un MJ. Mais on va tous avoir sa manière de se souvenir des éléments. Comme l'a dit Romain, si on n'a pas les stimuli sensoriels, visuels, auditifs, etc., on peut plus facilement, pour certains, oublier les éléments. Prendre des notes, est-ce qu'on peut dire que ça revient à craquer le jeu de rôle? Je pense pas. Moi, personnellement, tu me demandes de te donner la route exacte pour aller d'un point A à un point B que je connais, il n'y a aucun problème. Tu me demandes ça sur une carte, il n'y a aucun problème. Par contre, me demande pas ce que j'ai mangé à midi, j'ai déjà oublié. Me demande pas ce qui est écrit sur la pancarte qui est sur le chemin, je l'ai déjà oublié. Chacun va avoir sa manière de se souvenir des éléments. Et oui, justement, c'est pour ça que je trouve que le fait de mettre, on va dire, tout le monde sur le même niveau de mémoire, en soi, c'est pas RP. Dans le sens où il y en a un qui va plus se souvenir, l'autre il va peut-être plus se rappeler des noms, l'autre plus des événements. Tu vois, c'est un peu comme je dis souvent,
l'astuce, on va dire l'intelligence du personnage et souvent l'astuce ou l'intelligence du joueur. Et bah pour la mémoire, je considère que c'est un peu pareil. Mais c'est alors que c'est pas tout à fait vrai, on a des caractéristiques d'intelligence. Oui, mais non, Dans ce cas, limiter la taille de la feuille en fonction de l'intelligence du personnage. non, mais souvent moi l'intelligence de justement, l'intelligence sur les feuilles de perso, je la considère comme étant sa capacité à retenir les choses. Ouais, mais si j'ai une mémoire d'huître et que j'ai beaucoup en intelligence, Tu peux être malin, c'est juste que tu vas se présenter, elle va dire je m'appelle Josette et 2 secondes après t'as oublié comment elle s'appelait quoi. Parce que demain, par hasard, on te propose de jouer un JDR Doctor Who dans lequel tu vas jouer Sherlock Holmes. T'as pas la mémoire qui va avec, tu fais comment? Bah je jouerai pas Sherlock Holmes. Ou alors je jouerai Sherlock Holmes, mais version j'étais jeune, j'étais pas encore le grand détective quoi. Bon d'accord, je me tais. Pour avoir déjà joué Sherlock Holmes, je confirme que c'est super dur. Et c'était à une soirée enquête, donc je pouvais même pas prendre des notes. Qu'est-ce que j'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec Nam sur ce coup, parce que ben voilà le truc c'est que en partie de jeu de rôle, ben on condense en quelques heures et autour d'une table des expériences de vie, et de toute façon ça peut pas être roleplay, ça peut pas être la manière dont le joueur pense de son environnement ne peut pas être le même que la personne réelle dans l'environnement. Donc, et pour moi, la prise de notes, il y a cet effet-là qui peut, donc cet effet de casse immersion, mais d'un autre côté, ça permet quand même d'avoir. Enfin, je pense que le bienfait en termes. Je suis désolé, je suis en train de m'embrouiller. Il y a un côté, ça arrange l'immersion, et un côté, ça la casse un peu, mais je trouve que ça l'arrange plus que ça ne la casse. Je sais pas si j'ai été assez clair. Ça c'est bien résumé. Non mais après, c'est un avis que j'ai, mais je suis la première à prendre des notes, hein, donc. Je t'ai jamais vu prendre des notes. Tricheuse. Non mais je prends des notes, moi je prends des notes pas utiles en fait, mais enfin voilà. Oui, oui, oui. Après, il y a une seconde prise de notes qu'on n'a pas parlé. Pour nos amis talentueux dessinateurs, il y a la prise de notes par le dessin d'un événement marquant qui, pouf, quand tu regardes le dessin, te le rappelle direct. C'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas pensé. C'est quand même ultra situationnel. À voir après. Pas vrai. Pas vraiment. Si tu regardes la campagne d'Eldland qu'on fait, les dessins de Mary, tu le regardes et en un instant, tu te souviens de pourquoi, comment, où ça, dans quel contexte. Ouais. Bon, disons que c'est limité au nombre de joueurs qui prennent les notes comme ça, mais ça a le mérite d'être souligné. Est-ce que du coup, vous avez quelque chose à ajouter? Je réfléchis. Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet, cette petite masterclass détente des vacances, qu'on est beaucoup moins nombreux que d'habitude. Peut-être parler de qu'est-ce qu'on met dans la prise de notes. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à noter parce que moi c'est ce que je fais et du coup c'est pour ça que je dis que mes notes ne servent à rien, c'est que je note tous les noms des PNJ, mais souvent à côté je mets pas la notation toucher
c'est l'acheteuse de poulet, ça et tout. Donc au final, ça sert à rien. Mais quand vous prenez vous des notes, peu importe la technique, qu'est-ce que vous mettez dans vos notes? Du coup, vu que maintenant je suis un grand adepte de la mind map, je vais toujours mettre l'origine de ma scène. Donc on va la remettre. Voilà. Donc sur ma mind map. En premier, je vais donc sur ma racine, je vais mettre le jeu, la date, les joueurs, juste un truc au cas où j'en ai plusieurs faits qui traînent, je trouve immédiatement. Sur ma première branche, donc je vais mettre ce qui a lancé la scène, ce qui va déboucher sur des choses. Donc là, ça peut être un lieu, mais ça peut également être un personnage, ça peut être une émission télé, ça peut être un bouquin, ça peut être un rêve, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, et à partir de là, je vais noter tout ce qui va en découler de cette chose-là. Donc là, on a typiquement un lieu, on a trouvé... Alors qu'à la place, j'aurais pu juste croiser Siegfried, parce que j'aurais fait une branche, Siegfried, il a vendu à la fille un poulet. Et éventuellement, j'aurais marqué qu'il était beau, humilié, et si l'information aurait été intéressante. Donc, en tout cas, si on me l'avait donné. Et ça marche basiquement pour tout et n'importe quoi. Si le premier truc que j'aurais trouvé c'était le symbole au sol, j'aurais mis un symbole, j'aurais mis le logo du symbole, j'aurais dit où je l'avais trouvé, dans le lieu, s'il avait l'air frais, s'il a été tracé avec de la craie, etc. etc. Donc voilà, vraiment utiliser cette méthode de dès qu'on va rencontrer un élément qui va déclencher une scène en quelque sorte, noter tout ce qui va découler de cette scène. Et comment tu fais avec ce système pour ta chronologie? Tu tournes sur des aiguilles d'une montre. Sachant que comme je disais, je laisse quand même un minimum de place au cas où il faudrait retourner dans les lieux. Mais, sachant qu'aussi tu peux très bien mettre une date. Ok, et pour les autres? Bah, du coup, je note plus ou moins les noms, une caractéristique vite fait, du style Michel Beau Huilé. J'empile, on va dire, les trucs comme ça, les événements au pif, les noms des villes, comme ça. Puis du coup, après la fin, ça ressemble à une sorte de méli-mélo horrible, et je jette. Voilà. Typiquement, je ferai les dates à l'arrache, un rond, un trait vers l'élément qui m'intéresse. Pour avoir en fait d'un côté les éléments dans l'ordre où je les reçois, d'un côté les dates avec des traits, un truc pas du tout lisible au final. Si les dates se rajoutent, s'il y a trop de dates qui se rajoutent, ça devient horrible. J'ai bien envie d'essayer la méthode carte mentale. Je n'avais pas, enfin, dans ce contexte, je n'avais pas pensé avant, et c'est vrai que ça peut être intéressant, et ça peut permettre quand même de rester dans la partie et de pouvoir continuer à interagir, parce que c'est le gros problème de la prise de notes pour moi, c'est que pendant qu'on prend les notes, on n'agit pas, enfin, on joue pas. Tout à fait. J'étais complètement séduit par la carte mentale, je la conseille vivement. J'ai une remarque.
mais c'est juste une réflexion qui m'est passée par la tête, c'est de savoir jusqu'à quel niveau de détail on peut aller. Et par exemple, la gestion des éléments que l'on considère comme anodins. Est-ce que c'est utile de les noter ou pas, sachant que dans les éléments anodins, il peut y avoir un setup payoff, c'est-à-dire quelque chose que le MJ a mis sans avoir l'air, et qui en fait va s'avérer important pour la suite. Dans ce cas, l'élément ne sera pas anodin. Et Pour le joueur, au moment où il en entend parler, oui. Ah, Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. mais là, je pense que ça dépend vraiment du joueur. C'est Alors, à la toi de question- juger ce qui est important ou ce qui n'est pas. La question sera, est-ce que l'élément sera anodin pour le joueur ou pour le personnage? C'est une question intéressante. Imagine que voilà dans une partie de jeu de rôle, voilà, tu te retrouves dans une caverne, il n'y a pas de lumière, etc. Et tu tombes sur une carcasse de poisson mort, sur un bout de bois et sur un vieil anneau. Mhm. Mhm. Oui, Bah, voilà. Alors peut-être que à ce moment-là, ben, tu ne le sais pas, mais l'anneau va être super important. Genre, il a des super pouvoirs, il permet de rendre invisible et tout ça. Ou peut-être que l'anneau n'a aucun pouvoir, mais par contre, la carcasse de poisson Permet de rendre invisible et Oui, pourquoi Et pas, en je sais fait- pas. D'accord, ok. alors après, je pense que c'est vrai que Pierre a soulevé un point intéressant. Mais est-ce que, alors je me permets juste de finir une chose. Bon, dans la logique, l'anneau, on est bien d'accord, on le prend. Après, par contre, si la carcasse est magique ou le bout de bois crée un feu permanent, il faut que ce soit cohérent avec l'univers et donc que ça a été introduit, que ce soit introduisible à un moment ou à un autre. Donc peut-être qu'en fonction de l'univers, cela peut... Ouais. Après Alors, là, ce sera peut-être... je pousse peut-être. Je précise quand même pourquoi j'ai choisi cet exemple, parce que typiquement dans Bilbo le Hobbit, quand Bilbo tombe sur l'anneau, il n'a aucune idée sur le moment de l'importance que l'objet va avoir dans la suite de sa campagne personnelle et dans la suite de l'univers étendu. Donc voilà, et imaginons que l'on fasse cette partie en jeu de rôle. Et ben le MJ, au moment où le joueur va tomber sur l'anneau, ne va évidemment pas lui dire attention, cet anneau en fait le sort du monde en dépend. Non, Alors mais bon, il va mentionner la présence de l'anneau. oui, C'est bah plus sur voilà, le fait de mentionner l'existence d'un objet. Si un objet est mentionné, quelles sont les chances que dans l'histoire, un objet mentionné ait une utilité? ça nous amène. C'est on peut-être, utilise les voix du sans cinéma et doute du là. fusil de Tchekhov 100%. Oui, mais exactement. Littéralement. Et ça, c'est une difficulté, je trouve, qu'il y a quand on maîtrise une partie du jeu de rôle, quand on écrit un scénario, c'est de réussir à surprendre le joueur et à insérer des éléments sans en avoir l'air qui Et qui auront du sens le moment venu. Exactement. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine masterclass, j'imagine. Mais, par contre, j'aime bien l'approche de prendre en note ce que le joueur, ce que le personnage qu'on interprète considère important au lieu de prendre en note ce que le joueur considère important. Parce que hélas, en tant que joueur, on va avoir une culture cinématographique et littéraire et jeu de rôlistique où on sait que au final, mais j'ai déjà eu un élément qui a été introduit un peu de la même manière dans tel autre jeu et au final, ça avait déboulé à ça. Je sais que dans tel autre jeu, j'avais raté un passage secret qui était sur un mur alors que j'étais au fond d'un cul-de-sac.
Mais est-ce que mon personnage aura pensé à toquer sur le mur pour voir si c'est creux ou pas? Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le joueur? Est-ce que les runes que je vois sur les murs, je suis capable de les traduire, que ce soit moi le joueur ou moi le personnage? Après, là, on commence à s'éloigner beaucoup de la prise de notes, les enfants. Voilà. Ça, en fait, les questions que tu te Oui. poses, elles sont valables pour la prise de notes, mais c'est principalement du RP en fait. Ouais, C'est là, plus la oui, là, on passe situation dans du le RP, RP. Sauf que c'est pareil pour la Mais prise là- de notes. Ce que le personnage ou ce que le joueur va prendre, c'est une différence d'RP en fait. Donc, tu sais que l'anneau sera magique, mais au final, ton personnage ne le sait pas. Mais personnellement, je vais juste mettre un anneau sur mes prises Ah de oui. notes. C'est Dans simple. la prise de notes, ça sera un anneau, c'est sûr. Juste un autre, alors, par contre, ça concerne vraiment la prise de notes. Et un autre problème qu'on n'a pas souligné de la prise de notes avec une personne, un scribe qui note officiellement tout pour la table, c'est la question des apartés. Bien sûr. Des scènes que seul un joueur vit, pas forcément le script. Ça, après, c'est clairement un problème, mais ça va être autour de la table que ça va devoir se négocier, et ça, c'est aussi à prendre en compte au moment où on va devoir faire des notes pour toute la table. Est-ce que on donne accès aux autres joueurs à des informations qui ne sont pas censées avoir? Donc là, ça va, je pense, dépendre principalement de votre jeu, et ça va dépendre aussi de vos joueurs, s'ils sont capables d'interpréter des personnages, non pas même si le joueur a l'information, faire en sorte que le personnage qui l'interprète ne l'est pas. C'est que c'est pas évident pour tout le monde. Il y a le problème des départs. Est-ce qu'on a pas quelque chose à ajouter, les amis? Après, ouais, on a fait le tour. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal. Voilà, on est plutôt pas mal. Du coup, je vous dis à la prochaine. Vous savez comment marche Internet.